pense qu'il ne faut rien exclure, parce qu'en fait, ce qu'on a eu, ce n'est pas une pause. On a eu une pause, pardon, avec la crise sanitaire. Mais en fait, quand vous prenez l'acte d'Emmanuel Macron, vous êtes en situation de violence depuis l'affaire Benalla. Depuis l'affaire Benalla, le pays est constamment en violence. Depuis la crise des Gilets jaunes de novembre 2018, on est constamment, toutes les semaines, en acte de violence, soit avec les Black Blocs, soit avec les Antifa, soit avec les professionnels de la manifestation. Et toutes les semaines, vous avez des gens qui manifestent et qui sont des professionnels pour aller casser, foutre le bordel, etc. dans le pays. Et pour moi, il y a deux responsables. Un, ceux qui tentent ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce que fait la LFI, ce que fait la NUPES, c'est un coup d'État institutionnel. Ils délégitimisent les institutions, ils délégitimisent le vote au Parlement, ils délégitimisent la Constitution et l'État de droit pour essayer de faire retirer cette réforme. Quand une réforme est adoptée, c'est dans un cadre démocratique. Si par cas vous ne respectez pas le jeu démocratique, ça s'appelle un coup d'État institutionnel. Et ensuite, après, le deuxième responsable, et il faut l'appeler, c'est le gouvernement. Parce qu'il n'a pas le courage de prendre les types et de pouvoir les arrêter. À Sainte-Soline, dans les rues, tout simplement parce qu'ils ont peur de la jurisprudence de 86, qui est celle de Jacques Chirac avec Malik Oussekine. Ils ont peur qu'il y ait un drame. Et donc, comme ils ont peur qu'il y ait un drame, ils donnent des consignes aux forces de l'ordre de ne pas rentrer en confrontation avec les manifestants, avec les Black Blocs, avec les Antifa. Tous les policiers vous diront la même chose. Si on voudrait attraper ces gens-là, on pourrait le faire. Mais ils n'ont pas la consigne de le faire pour éviter un drame. Et au final, qui va payer tous ces pots cassés? Qui va payer le coût de la réforme des retraites? Qui va payer le coût des manifestants? C'est toujours les mêmes. Ça va être le tiers-État, la classe moyenne qui travaille, qui va supporter le coût et de cette bataille entre la NUPES et le pouvoir en place. La loi, oui, mais ce qui va laisser, je pense qu'il y attache de l'importance. Je pense ou pas, ou c'est après moi le déluge? Ah non, c'est ce qui l'intéresse le plus actuellement, ça c'est très clair. Donc là, en termes de popularité, il est quand même très très loin de faire l'unanimité. Non mais il a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il est dans une impasse politique. Il ne retirera pas son texte désormais, il a été promulgué. Il ne peut pas changer. S'il change de Premier ministre, ça ne changera pas l'inversion de sa courbe de popularité, parce que qu'ils mettent Darmanin, Bruno Le Maire ou un autre, ça ne changera pas la situation politique. Donc il lui reste une seule solution pour pouvoir retrouver. Il lui reste deux solutions pour retrouver l'élan. Un, c'est retourner au peuple, mais s'il le fait, il perdra l'élection, que ce soit par dissolution ou par démission présidentielle, donc élection anticipée. Donc il lui reste une autre solution, je pense, c'est sa tactique, laisser pourrir la situation pour qu'il y ait des violences et qu'ensuite, après, il y ait éventuellement des contestations qui soient très fortes, pour ensuite provoquer un réflexe légitimiste comme ce qu'il y a eu au moment des Gilets jaunes, pour qu'une grande partie des partis modérés soient obligés de soutenir son action et qu'ensuite, après, ils puissent activer les principes classiques, réflexe légitimiste, article 16, état d'urgence, etc., pour pouvoir rebénéficier d'un socle de légitimité et pouvoir relancer son action. Et quand vous regardez la temporalité, vous voyez qu'Emmanuel Macron est arrivé 3 fois dans une période difficile. Au moment des 6 premiers mois, au moment de la crise des Gilets jaunes et au moment de la crise sanitaire, et à chaque fois, il a attendu, ce qu'il a fait toujours la même chose, il a attendu un événement extérieur de laisser pourrir la situation en vue de pouvoir remonter. Et donc, ce qu'il va faire vraisemblablement, c'est promulguer le texte, faire une allocution en disant la démocratie l'a emporté et ceux qui contestent la démocratie sont les forces du mal. Les gens vont s'exciter, il va pourrir la situation, ils vont s'énerver, et ensuite, après, il va attendre dans son château le temps que le sol se passe. Donc, le corps de la ressource pour s'impliquer dans cette nouvelle journée de mobilisation? Ils ont des ressources, mais ils ont un problème, c'est le débouché politique. C'est-à-dire qu'ils ont engrangé les manifestants, un nombre très important de manifestants, pour avoir un objectif, c'était retirer la réforme des retraites. À partir du moment où vous promulguez la réforme des retraites, quelle est la raison pour laquelle des gens continueraient à se déplacer? C'est le premier élément problématique que je vois. Le deuxième, c'est qu'ils sont en baisse en termes de mobilisation. C'est-à-dire qu'en raison du contexte économique et social, de l'inflation, etc., c'est très dur pour des gens de maintenir une mobilisation dans la durée, surtout que les caisses de retraite, les caisses qu'ils ont organisées pour pouvoir combler les pertes se sont vidées petit à petit. Et donc moi, je vois un problème pour eux, c'est qu'en fait, ils sont piégés. Macron les a piégés. Le seul moyen qu'ils ont maintenant, c'est de pouvoir radicaliser de plus en plus les manifestants afin d'arriver sur des violences très fortes, sur un contexte quasiment révolutionnaire. Et ce qu'attend en fait vraisemblablement Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit « continuez à se mobiliser, ça va être le grand soir, ça va être le grand soir ». Mais plus vous vous radicalisez et plus vous prenez la posture révolutionnaire, plus vous êtes carté vers la tendance et le cœur majoritaire qui était sur la ligne plutôt Berger. Même Berger se radicalise. Et donc du coup, plus vous perdez le cœur majoritaire des Français qui vont se reporter sur Emmanuel Macron en se disant au final, Macron est peut-être moins terrible qu'eux, donc on le soutient par défaut parce que les autres font beaucoup trop peur. Et quel discours en fait ils vont pouvoir tenir? Ils ne peuvent pas demander un changement au vu de la ligne qu'ils tiennent. Moi je pense que le seul débouché qu'ils ont, c'est de pouvoir dire on est capable d'échanger, on arrête les mobilisations, mais en échange de la promulgation de la réforme des retraites, on veut ça pour les travailleurs sociaux, on veut ça pour les syndicats, on veut ça pour les emplois des seniors, etc. Mais comme ils ne sont pas prêts à le faire parce qu'ils sont piégés par leur base militante, ils sont obligés de radicaliser le speech qui conduiront à rien à voir comme ce qui s'est passé il y a 3 ans avec les Gilets jaunes. Pourquoi ne vont il est esselé. Il est esselé, il est de plus en plus seul. En fait, il est dans une impasse. Il est dans une impasse parce qu'en fait, il aura de moins en moins d'alliés. Il n'y a plus personne
que ce soit à gauche ou à droite, qui veut maintenant vendre son parti politique pour aller le rejoindre. Personne ne le ferait, enfin en tout cas sinon ce type est un demeuré quoi, politiquement, si par cas il le fait. Et ensuite après, il n'a plus de marge de manœuvre parce qu'en fait il n'a plus d'élan. Vu qu'il n'a pas de projet, il n'a pas les moyens de relancer une dynamique. Et je pense que ça conduit à un effondrement du macronisme. Parce que même s'il s'en sort, ça reste une victoire à la Pyrrhus. Et celle qui va en profiter, on le voit dans les enquêtes d'intention de vote, c'est Marine Le Pen et donc Jordan Bardella. Mais pourquoi est-ce que c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui en profitent ? Premièrement, parce qu'en fait, la demande d'ordre qui devait incarner le macronisme, qui était le parti de l'ordre depuis les Gilets jaunes, a disparu dans sa fonction. Mais Emmanuel Macron est incapable d'assurer l'ordre en France, que ce soit dans les rues ou à l'Assemblée nationale, ou quand on regarde un débat de l'Assemblée nationale, ça ressemble à la fête de l'UMA ou ça ressemble à une ZAD. Et ensuite, autre point, parce que la demande sociale n'est pas remplie par la France insoumise. Pourquoi est-ce que c'est pas rempli par la France insoumise ? Parce que la France insoumise est un parti de losers, tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font un combat social, ils le perdent tout le temps. Ça fait 6 ans qu'ils sont en combat contre Macron, Mélenchon et compagnie. Ils ont perdu tous les combats. Ils ont perdu contre ordonnance travail. Ils ont perdu contre ordonnance réforme des retraites. Ils ont perdu sur les Gilets jaunes. Quand Mélenchon a repris la tête des cortèges, le nombre de manifestants des Gilets jaunes était en train de baisser. Pour la réforme des retraites 1, quand Mélenchon partait dans les cortèges, à chaque fois que c'était lui qui organisait les manifs, le nombre de manifestants baissait. Pour la manif des retraites 2, donc celle-ci, quand il y avait les manifs des syndicats, il y avait 1 million de personnes. Quand il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y en avait 10 000. Donc à chaque fois que Mélenchon porte un combat, le combat coule. Si, moi je conseille un type pour le prochain combat social qu'ils ont amené contre Macron, ne mettez pas Mélenchon à les têtes de cortège, sinon vous allez encore perdre. Là où les idées passent, là où Mélenchon passe, les idées trépassent, il perd tout le temps. Donc moi je pense que ce sont des losers et ils sont en train de profiter à Marine Le Pen. Donc réfugiés dans le passé, il ne faut pas se dire que la lecture est forcément le seul format. Je pense que beaucoup de jeunes maintenant passent aux réseaux sociaux et au format vidéo qui est désormais dominant. On le voit, les gens scrollent sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok, etc. La question c'est qu'est-ce qu'ils regardent à l'intérieur ? Parce qu'en fait, s'ils regardaient des trucs intelligents, on se dirait ils peuvent ne pas lire, mais c'est pas grave. En fait, ils regarderaient des trucs intelligents. Le problème, c'est qu'ils regardent pas forcément les trucs les plus ludiques et qui renforcent le quotient intellectuel, notamment dans ces formats-là. Donc moi, je pense que c'est la question qui est posée, c'est est-ce qu'on n'arrive pas sur un déclin de la société occidentale par rapport à un point précis ? Vous regardez, moi je vais vous citer un exemple précis. Quand vous regardez les utilisateurs de TikTok en Chine par rapport aux utilisateurs de TikTok en Occident, les utilisateurs en Occident disent quel est votre rêve après avoir utilisé TikTok, regarder utiliser TikTok, c'est de devenir influenceur. Les enfants chinois disent je veux devenir pilote de fusée. Et donc du coup ça donne un échange, c'est-à-dire que quand vous utilisez TikTok en Chine, vous rêvez de devenir astronaute. Oui, mais est-ce que c'est la culture, l'éducation qui font qui amène justement les petits Chinois à penser cela ? C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense qu'on a trop souvent dénigré les réseaux sociaux en disant qu'il faut privilégier les bouquins à l'ancienne, etc. Mais il ne faut pas se mentir, les jeunes maintenant ont une attention qui est très faible. Avant, quand vous regardiez les études qui sont sorties notamment sur YouTube, avant les gens avaient 30 secondes d'attention avant de regarder une vidéo YouTube. Aujourd'hui c'est 5 secondes. Donc si par cas vous leur donnez un livre de 300 pages sur Baudelaire, mais ils vont pleurer les types. Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'adapter les méthodes d'enseignement aux jeunes actuels. Et la question essentielle, c'est comment on fait à l'école pour les orienter vers ce qui pourrait leur être pertinent en termes de développement personnel, en termes de développement professionnel et pour les provoquer comme citoyens. On les invite à lire à l'école. Et donc du coup, se poser dans le programme, il y a des livres à lire encore, William T. Des livres qui ne sont pas très malins. Oui, et ensuite, après, je pense qu'il faut faire une réforme d'ampleur de l'école. Et c'est peut-être un projet pour Macron, si par cas il a une idée pour un discours lundi. Pierre-Henri Bovis. Parce que cette question de qu'est-ce qu'ils utilisent sur leur format et sur leur tablette, sur leurs iPhones. S'ils ont des trucs intelligents sur leurs iPhones, ils regarderont des trucs intelligents. De toute façon, ils passeront du temps. Vous savez bien que ce sont les réseaux sociaux. Mais ils passeront. Ce sont les réseaux sociaux qui éduquent nos enfants aujourd'hui. Oui, mais sur les segments que vous avez montrés, vous avez le contrôle parental. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les applis que vous mettez sur le téléphone. Est-ce que ça marche vraiment le contrôle parental ? De toute façon, ils vont passer du temps dessus. Et le deuxième point, c'est que de toute façon, les bouquins, ils iront plus dessus. Moi, je pense que le format libre se dirige vers un... C'est un vieil objet qu'on laissera dans la bibliothèque, comme dans... Et clivant. De toute façon, s'il les a tenus, il ne peut plus rester entraîneur, même pas uniquement du PSG, mais il ne pourra plus trouver un club de toute façon, vu l'état du football aujourd'hui. Ensuite, après, est-ce que le football est raciste ? Quand vous suivez le football généralement, que vous êtes joueur noir et que vous jouez dans le football italien, comme Lukaku ou d'autres footballeurs professionnels, vous faites traiter de singe, etc. Samuel Eto'o peut en parler parfaitement. Donc le racisme au football existe. Ce qui est surprenant avec l'affaire Galtier, c'est que normalement, que des spectateurs ou que des propos de racisme soient tenus en plein match entre coéquipiers, etc., soit possible. Qu'on ait des accusations d'un personnel de management dans le football qui le soit, c'est beaucoup plus rare. Le seul exemple que j'ai en tête, c'est pas dans le football, c'est en NBA, c'est Robert Sarver, l'ancien propriétaire des Phoenix Suns, qui avait dû vendre sa franchise après les accusations de propos racistes. Et je pense que ça soulève le point que vous soulignez, c'est-à-dire que même si Galtier est tenu ou pas ces propos-là, vraisemblablement, en raison de ses performances sportives, il allait être viré du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Et donc, est-ce qu'il arrivera, même si qu'il est tenu ou pas ses propos, en fait, est-ce qu'il n'arrivera pas à un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison, vraisemblablement ? Parce qu'il est quasiment inemployable. Il n'y a aucun
s'il perd sa place au PSG, il n'y a aucune équipe qui acceptera de reprendre Christophe Galtier en raison de ces propos-là, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y aura la rumeur de Christophe Galtier arrivant dans un club, il y aura des joueurs qui vont manifester contre sa venue, et puis surtout que sur cette affaire, vous connaissez l'affaire mieux que moi, mais il y a beaucoup de joueurs de l'OGC Nice qui ont tenu des propos sous-entendant que ils avaient des problèmes avec Christophe Galtier. Mais on ne sait pas de quel ordre exactement. C'était bien. Même Didier Digard, qui a été au centre de formation, puis son adjoint qui est converti d'ailleurs à l'islam, puisque c'est de cela dont il s'agit également, semble être revenu un peu sur ses propos en conférence de presse aujourd'hui. C'est vrai, mais disant qu'ils se félicitent qu'il y ait une enquête judiciaire. Moi, je pense que les 2 points, de façon, à partir du moment où l'article a été lancé, que Christophe Galtier les ait tenus ou pas, je pense que s'il est viré du Paris Saint-Germain et que Nasser Al-Khelaifi le vire du club, en raison des résultats sportifs, non pas en raison de la polémique, je pense que vraisemblablement, il ne trouvera pas une équipe avant très longtemps.